Alors, l'unité clinique pour adolescents a ouvert ses portes en janvier 2004. C'est un hôpital de nuit qui dispose de 7 chambres individuelles situées à Aubervilliers et qui fait partie de l'un des 3 pôles de psychiatrie infanto-juvénile de la Seine-Saint-Denis. À l'époque de son ouverture, le docteur Yves Clostavi était alors chef des pôles et ces projets ont vu les jours grâce à son travail décidé pour permettre d'élargir l'offre de soins vers les adolescents. C'est encore aujourd'hui un service original et assez inédit par rapport à d'autres dispositifs d'accueil en pédopsychiatrie. Depuis que le docteur Lija Gorini a repris les postes de chef de pôle, l'UCA a sensiblement élargi sa capacité d'accueil avec l'ouverture d'un CATTP, un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, qui propose du lundi au vendredi un accueil de quelques heures l'après-midi à partir de 14 heures. Donc, qu'est-ce que c'est l'UCA? Les jeunes ont entre 14 et 21 ans et sont accueillis de 16 heures l'après-midi à 8 heures le lendemain matin, 5 jours par semaine. C'est une structure hospitalière, mais pas d'urgence et fermée les week-ends, qui permet une continuité des soins et sur une certaine durée pour des jeunes en grande souffrance psychique. En dehors des moments aigus de crise, qui nécessitent donc une prise en charge psychiatrique plus lourde, l'UCA permet à ces jeunes d'élaborer une réponse subjective pour tenir compte des problèmes qu'ils ont rencontrés, sans pour autant rompre totalement avec leur milieu, leur champ social habituel, comme le travail ou les études. L'accueil séquentiel permet et favorise la réinsertion scolaire ou sociale d'un jeune adolescent, souvent mis en échec par des troubles psychiques. Cela permet aussi de travailler une séparation avec les milieux familiaux, comme cela est indiqué, dans un contexte conflictuel ou nocif, ou bien dans une situation de précarité ou rupture symbolique. Les patients sont orientés par les psychiatres ou les psychologues du secteur, ainsi que par les champs médico-social et éducatif. Un travail de partenariat constant avec les institutions concernées permet de surmonter des passages délicats et éviter une exclusion définitive. Les admissions sont décidées lors d'entretiens préliminaires avec les psychiatres et les psychologues de l'unité. Et ce qui oriente chaque admission, on pourrait dire, c'est la clinique du sujet. Ce qui veut dire que l'entrée n'est jamais calculée d'avance, ni la durée du séjour. C'est, pourrait-on dire, l'instant de voir, qui permet de proposer un accueil sur mesure à chaque jeune, qui peut être de 1 à 5 nuits par semaine, et sur quelques mois comme sur quelques années. Ensuite, chaque demande est discutée en équipe, où cette première phase préliminaire est exposée aux intervenants de manière à élaborer ensemble une certaine direction du travail qui sera proposée sur l'unité. Cette élaboration en commun restera la clé du travail tout au long de la prise en charge de l'adolescent, puisque chaque semaine, la réunion clinique permet d'exposer les avancées, les impasses et les questions que chaque sujet au cas par cas produit au fil des rencontres avec les différents intervenants de l'institution. L'équipe est constituée des psychiatres, donc de psychologues, aussi d'infirmiers, éducateurs et stagiaires. L'originalité aussi de la prise en charge à l'UCA réside dans le fait de garder 3 axes de travail quotidien qui rendent possible une certaine circularité du patient au sein de l'unité et apportent une dynamique plutôt vivante dans cette discontinuité propice à la rencontre. Toute l'équipe y est très attentive et veille à favoriser ces moments auprès de chaque jeune. Donc, les 3 axes sont d'abord l'axe clinique, c'est-à-dire les entretiens individuels et réguliers avec un psychologue ou un psychiatre. L'axe artistique, ce sont des ateliers animés par des intervenants externes à l'hôpital. Ce sont des danseurs, des dessinateurs, des musiciens ou des comédiens. Et puis l'axe qu'on appelle de vie des maisons, c'est-à-dire les actes de la vie quotidienne hors programmation,
autour des repas, du coucher ou des soins portés au corps, comme la douche ou l'habillage. Donc nous sommes en même temps dans un cadre hospitalier et nous avons en effet à répondre à certaines exigences administratives et à des normes évaluatives. Ces critères répondent généralement aux besoins de productivité auxquels la santé est soumise aujourd'hui. D'un côté, on peut se réjouir de l'existence d'une organisation mondiale de la santé qui essaye d'homologuer les pratiques et d'appliquer les méthodes scientifiques efficaces au niveau mondial. Mais dans les champs de la santé mentale et de la psychiatrie publique où nous nous situons, les normes peuvent être variables du moment que les patients évoluent dans un cadre fermé ou ouvert, par exemple, ou encore si les soins sont libres ou sous contrainte. Donc, dans le cas de notre service, il s'agit d'une hospitalisation libre dans un espace fermé. Les mouvements d'entrée et sortie de l'institution est à la charge du patient, qui devient acteur de ce circuit, lui permettant de faire l'expérience de quelques rencontres où il pourra approcher les questions énigmatiques qui causent sa souffrance et construire pas à pas des réponses singulières. Il s'agit donc de modestes déplacements dans une discontinuité capable de produire un changement dans le rapport du sujet à sa propre jouissance, manifeste dans les phénomènes élémentaires dont il est jusqu'alors l'objet. Pourtant, il s'agit pour nous d'apprendre à transposer notre travail dans la langue de l'autre. Donc, ceci est un exercice, disons, tout à fait réalisable grâce à l'orientation analytique, puisque la psychanalyse ne relève pas d'une expérience ineffable. Elle se transmet, et beaucoup de choses se transmettent en psychanalyse. N'oublions pas que les séminaires de Lacan étaient ouverts à tous, ils s'adressaient à tout le monde et n'importe qui pouvait rentrer. Par ailleurs, nous avons aussi la chance d'avoir une orientation analytique soutenue et partagée dans tous les pôles de pédopsychiatrie où on travaille et préservée par les dirigeants de ce même pôle. Ceci produit une certaine fluidité dans les dialogues avec les instances administratives qui, depuis des années, reconnaissent l'efficacité d'une telle pratique par les résultats que nous avons appris à transposer dans une langue plus technique, à traduire dans des cases que l'on coche sur des logiciels standardisés. Alors, précisément, ce n'est pas un idéal de standardisation qui guide notre travail. Donc, nous ne confondons pas l'orientation analytique à la base de nos actes et la codification attendue par l'administration. Nous savons que les malaises contemporains et la souffrance psychique que nous accueillons dans les institutions ne sont pas les résultats de mauvaises habitudes, ni d'un défaut d'apprentissage ou encore d'une non-conformité en façon de vivre. Nous en faisons tous l'expérience, nous ne sommes justement pas adaptés à des protocoles de vie quels qu'ils soient. Les causes en sont à chaque fois profondément intimes et complexes. Et nous les respectons en essayant de les éclairer, de les déchiffrer un peu plus avec les sujets qui s'adressent à nous. Donc oui, l'orientation psychanalytique n'est pas incompatible avec ces réponses standardisées à condition de ne pas trop y croire. En revanche, il s'agit toujours d'un savoir-y-faire avec les jeux démocratiques de notre société. Là aussi, il ne faut pas oublier que les droits et la démocratie sont des conditions indispensables pour exercer la psychanalyse. Freud lui-même en a fait l'expérience. Depuis, sans doute, le paradigme de la société a changé plusieurs fois. Si avant, elle était organisée par une tradition et des normes fortes, aujourd'hui, elle est plutôt soumise à une gestion biopolitique qui peut amener parfois des impasses. Dans les cadres de la santé mentale, par exemple, l'OMS suggère l'idée d'un être complet sur les plans physique, mental et social. Or, il me semble qu'une institution orientée par la psychanalyse offre un espace où l'incomplétude du sujet puisse venir se loger pendant un temps, sans aucun jugement et sans l'illusion
d'une quelconque domestication ou réduction de son inconscient. Alors, cette citation de Lacan est extraite d'un discours qu'il a prononcé en octobre 1967 à la Maison de la Chimie à Paris lors des journées d'études sur la psychose. Il est question justement des institutions en rapport avec les champs de la psychose et Lacan souligne comment ces deux termes évoquent toujours la question de la liberté. Il ajoute que cette question est indissociable de celle de la ségrégation qui résulte, il nous dit, entre autres, de la remise en question de toutes les structures sociales par les progrès de la science. Si les psychotiques se présentent comme les signes en impasse de la référence à la liberté, Lacan, dans ses discours, invite les psychanalystes, à la suite des aliénistes et des psychiatres, à venir répondre à cette question. En rappelant son séminaire des années 59-60, il insiste sur l'éthique de la psychanalyse qui nous engage dans les soucis de ces formations dites humaines. La question serait donc celle de contenir la folie, de faire en place à ce qui reste hors discours et hors lien social, sans produire en ségrégation. L'éthique de la psychanalyse nous oriente vers ce qui pourrait nous permettre de construire un lieu où il serait possible de faire ses paris, d'accueillir des sujets en grande souffrance psychique, avec des pathologies parfois lourdes, pour réguler quelque chose dans leur rapport à la jouissance, de manière à apaiser leur existence et pouvoir se rebrancher dans un circuit social à leur manière. Alors, dans notre institution, je dirais que tout d'abord, il s'agit de repérer dans les entretiens cliniques et parfois dans les échanges plus informels dans les services, ce qui vient déranger et faire irruption pour les sujets lui-même, c'est-à-dire isoler les moments de perplexité. Déjà en 1958, Lacan formule dans la question préliminaire que dans la psychose, les rapports à la parole est privé de la fonction de symbolisation, donc de substitution et négativation de la jouissance par les signifiants. Ce qui donne également un statut à l'autre et par conséquent au sujet déréglé. Les signifiants est dans ces textes assimilés au réel, par exemple avec les paradigmes d'une chaîne signifiante se présentant sous la forme d'une chaîne brisée. L'effet des significations se présente dès lors sous la forme d'une énigme en quelque sorte absolue, présente dans les mondes comme une signification qui s'adresse d'autant plus certainement au sujet qu'elle est vide. C'est une signification réduite au fait que ça veut dire, que ça parle dans la réalité, sans trop savoir de quoi, si ce n'est que cela concerne les sujets. Ces retours délocalisés de la jouissance fait éruption comme une signification dans la réalité et dans le corps, avec un degré de certitude dont le poids est proportionnel au vide énigmatique qui se présente d'abord à la place de la signification elle-même. Donc il est fondamental, pour tenter de réfréner la jouissance, de repérer ces irruptions de réel et circonscrire les contours signifiants du surgissement d'un phénomène. La référence, encore une fois, de Lacan à son séminaire de l'éthique, dans son discours de 1967, nous rappelle les statuts qu'il donne dans ces années-là à la jouissance. Elle est hors système, donc hors symbolique et imaginaire. Il nous dit qu'elle est réelle et son caractère absolu produit une fragmentation corporelle. Il s'agit donc d'une disharmonie foncière entre les sujets et la jouissance, d'où l'opposition qu'il nous propose entre les principes des plaisirs qui, lui, établit une homéostase, renvoie à un désir et est en rapport au signifiant, et l'excédent inhérent à la jouissance. Ensuite, dans notre institution, nous essayons d'appliquer des règles qui ont simplement la fonction de rendre la vie en commun possible, sans fonction pédagogique ou éducative.
L'énonciation de ces règles, qui sont les mêmes pour tous, est émise par une personne qui est tout aussi soumise à la loi et qui incarne donc une instance réglée et régulière. Il s'agit de produire dans ces lieux institutionnels un certain vidage de toute volonté, puisque l'équipe constituée des soignants est également soumise aux règles et son pouvoir demeure pluralisé. On pourrait donc dire que l'incarnation de ce qui réfrène la jouissance s'est fait aussi à partir de cet autre barré manquant et qui peut souvent ne pas savoir, donc en d'autres termes limité, réglé. Mais ce qui ne veut pas dire pas désirant. Selon son style et sa manière d'intervenir auprès d'un patient, parfois en modulant sa voix, tantôt son regard, il vient interroger cette part intime et en même temps opaque qui l'habite. Alors oui, en France, en Belgique et en Italie, depuis plusieurs années existent des institutions qui ont su faire une place à l'orientation analytique, ce qui implique à chaque fois une invention et un désir partagé au fondement de l'institution même. Le programme n'est jamais établi d'avance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse thérapeutique préconçue, même si la structure repose sur une base théorique solide. Cette théorie est issue de l'œuvre de Freud et de Lacan et de l'enseignement de Jacques-Alain Miller. Une transmission est possible puisque les résultats de ces expériences sont régulièrement exposés dans des colloques ou des publications et il est précieux de s'en servir. La pratique à plusieurs, qui est un terme forgé par Antonio Di Ciaccia à l'antenne 110, est une variante de la psychanalyse appliquée qui s'actualise dans un contexte institutionnel qui accueille en particulier des enfants autistes. Comme Di Ciaccia le dit lui-même, c'est un bricolage qui sert à couvrir les trous de la structure en forçant doucement l'enfant autiste à entrer dans le champ de la parole. Ça permet ainsi une rencontre, une adresse, un appel, une demande, ce qui veut dire s'inscrire dans un lien social plus humanisé. Alors, dans les services hospitaliers où je travaille, comme dans d'autres institutions, aucune formation psychanalytique n'est demandée ou imposée aux membres de l'équipe, bien que chacun ait suivi une formation spécifique. Il est néanmoins nécessaire d'être animé par un certain désir de travailler en équipe, ce qui implique de ne pas avoir une trop grande identification à sa fonction. Alors, nous sommes bien identifiés par les patients et au sein de l'équipe également, selon nos formations respectives. Les psychologues et psychiatres, par exemple, qui travaillent dans l'unité, ont tous une formation analytique, sont tous des analysants et contribuent de leur place à alimenter un désir décidé dans cette orientation. Mais on insiste aussi sur le fait que l'accent est mis sur la parole du sujet, plus que sur la réponse qu'on voudrait lui apporter en tant qu'infirmier, éducateur ou psychologue même. Rester attentif à la clinique plutôt qu'à un programme thérapeutique permet à chaque intervenant de se décoller de son savoir acquis pour faire une place à ce qui surgit de nouveau. Ainsi, l'entrée dans les champs psychiatriques d'un patient ne s'oriente pas d'un but, mais d'une cause. Pour cela, l'institution doit garder un vide à la place de l'idéal thérapeutique. L'élaboration d'un savoir sur les patients, qui se constitue lors des réunions d'équipe, grâce à la transmission de chacun, est un savoir toujours en attente d'être vérifié et qui concerne la place subjective du patient. Les faits même de décrire les diverses formes cliniques, les modalités de la demande ou encore l'histoire subjective de chaque patient accueilli rend impossible dans le fait l'application d'une méthode, d'une finalité ou d'un projet universel qui viendrait de l'institution.
Il nous reste plutôt à trouver la bonne question à poser en fonction du sujet auquel nous avons affaire. L'institution, par ailleurs, n'est certes pas vide, puisqu'elle comporte des activités, des ateliers, et puis la présence d'intervenants qui, par leur style varié, animent et rythment la vie de l'unité. Toutefois, dans cet espace et ces temps institutionnels, nous restons attentifs à ce que l'adolescent nous montre ou nous dit, afin de faire signe à sa singularité. Donc, pour conclure, l'orientation de notre travail en institution, grâce à l'appui du savoir analytique qui éclaire les fonctionnements de par-l'être et les modalités de ces liens sociaux, est celle qui prend comme boussole la clinique du sujet et parie sur une certaine opérativité de signifiant pour trouver des réponses inédites et sur mesure, référées à un réel rencontré et toujours traumatique.